Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur un discours de Nouvel An vraiment pas comme les autres. Celui d'un président déchu, Alpha Condé, qui s'adresse à la Guinée depuis son exil. C'est un message avec des enjeux politiques énormes et on va décrypter ça ensemble. Et ça commence très fort. Le discours s'ouvre sur cette phrase choc qui donne le ton tout de suite. On comprend que ce n'est pas juste un message de vœux, c'est un véritable appel à l'action, un appel à la défiance. Et ce thème, on va le retrouver tout au long de son allocution. Pour bien saisir toute la portée de ce message, c'est essentiel de revenir un peu sur le contexte. Qui est-ce qui parle? Et pourquoi sa voix, aujourd'hui, a-t-elle autant de poids? Juste un petit rappel, Alpha Condé, ça a été le président de la Guinée pendant plus de 10 ans, jusqu'au coup d'État militaire de 2021. Il faut donc bien comprendre qu'il s'exprime non pas comme un chef d'État en place, mais comme une figure politique en exil qui fait face à la junte militaire qui a pris le pouvoir. Et ce discours, c'est une confrontation politique pure et simple. Condé ne se contente pas de critiquer à la marge, non, il s'attaque au cœur du problème. Il remet en cause la légitimité même du pouvoir en place et il dresse un bilan qu'il juge catastrophique pour le pays. Alors, comment est-ce qu'il construit son argumentation? Eh bien, il commence par dresser un tableau de la situation du peuple guinéen. Un portrait, disons-le, assez sombre, d'une nation en grande souffrance. D'abord, sur le plan économique, ses accusations sont très précises. Il parle d'une crise de liquidité qui aurait carrément étranglé le pays, d'une économie effondrée. Et puis, il y a la fameuse planche à billets qui, selon lui, provoque une inflation galopante et qui appauvrit directement les gens. Mais ça ne s'arrête pas à l'économie. Il décrit aussi ce qu'il appelle un climat de peur. Et le point crucial ici, c'est son affirmation que la peur n'est pas juste un effet secondaire, non, c'est un véritable instrument de gouvernance. Pour appuyer ça, il cite des emprisonnements, des assassinats et même la découverte de corps à Forêt-Carré. Bon, après avoir dépeint cette souffrance du peuple, Condé passe à un autre angle d'attaque, la corruption. Et surtout, ce qu'il considère comme le démantèlement, le vol de son héritage politique. Pour illustrer ça, il prend un exemple très concret, le projet du port de Moribaya. Il met en opposition sa vision, un projet qui devait créer des emplois pour les jeunes, et ce qu'il dénonce. Une annulation faite dans l'opacité la plus totale pour, dit-il, les intérêts personnels des membres de la junte. Et pour bien enfoncer le clou sur cette idée d'héritage volé, il ne s'arrête pas là. Il énumère toute une série de grands projets d'infrastructures. Routes, échangeurs, interconnexions électriques. En faisant ça, il veut bien montrer que tout ça a été initié et financé sous son gouvernement. L'idée sous-jacente, c'est que le régime actuel ne ferait que récolter les fruits de son travail. Voilà, cette petite phrase, elle résume parfaitement son reproche. L'accusation est double. D'un côté, la junte dénaturerait ses projets, et de l'autre, elle s'en attribuerait la paternité. C'est le cœur de son grief. Et puis, il pose cette question. Une question rhétorique, bien sûr, mais qui est en fait un véritable défi lancé à la junte. C'est une manière très habile de les mettre au pied du mur, de leur dire « Montrez-nous ce que vous avez fait, vous ». La question est posée, et il laisse l'auditoire se faire sa propre idée. On arrive maintenant à la partie peut-être la plus audacieuse, la plus spectaculaire de son discours. C'est son appel direct aux forces armées. Là, il n'y a aucun doute sur la cible. Il ne s'adresse plus seulement au peuple en général, non, il vise très spécifiquement l'institution qui détient le pouvoir militaire, l'armée guinéenne. C'est évidemment un choix très stratégique. Il introduit cet appel avec des mots très forts, très solennels. Il veut créer un sentiment d'urgence, de gravité. En fait, il place les soldats face à une responsabilité qu'il qualifie lui-même d'historique. La pression est mise. Et le choix qu'il leur présente est très simple, presque binaire. D'un côté, il y a le bon choix, la loyauté au peuple, c'est la seule qu'il juge légitime. Et de l'autre, le mauvais choix, la loyauté à un homme, un clan, ou même, dit-il, un réseau criminel. C'est une façon de délégitimer complètement le commandement actuel. Et pour être sûr de bien les orienter vers ce qu'il considère être le bon choix, il n'y va pas de main morte. Il qualifie la junte de narcotrafiquants et de délinquants en uniforme. Les mots sont extrêmement violents et le but est clair, c'est de briser le lien de respect et d'obéissance entre les soldats et leurs chefs. Et tout ça repose sur ce principe fondamental qu'il martèle, l'armée appartient au peuple. Il rappelle aux soldats que leur allégeance finale, ce n'est pas à leur commandant, c'est à la nation. C'est une tentative de dissocier l'institution militaire de son leadership du moment. Bon, alors, après avoir attaqué la junte, après avoir interpellé l'armée, comment est-ce qu'il conclut son discours? Il termine avec un message tourné vers l'avenir, et c'est un appel à la résistance. Son exhortation au peuple, il la résume en 3 principes fondamentaux presque universels, les droits, la liberté et la dignité.
C'est un appel très clair à ne jamais baisser les bras, à ne jamais accepter la situation actuelle comme une fatalité. Et là, on boucle la boucle. On revient à la toute première phrase de son discours. Il légitime complètement l'opposition au régime. Résister, dans sa rhétorique, ce n'est plus un crime. Ça devient l'acte patriotique par excellence. Le devoir d'un citoyen quand les institutions sont, selon lui, confisquées. Et malgré ce tableau très noir qu'il a dépeint, il finit sur une note d'optimisme, ou plutôt d'optimisme combatif. Il ne se contente pas de critiquer, il donne aussi une promesse d'espoir, et il fixe même un horizon pour le changement, 2026. Alors au final, que faut-il retenir de tout ça? S'agit-il d'un véritable tournant pour la Guinée ou simplement d'un défi lancé depuis l'exil? La promesse d'un leader peut-elle vraiment, à elle seule, changer le cours de l'histoire d'une nation? C'est la grande question que ce discours laisse en suspens.